Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le tout premier roman fantastique de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard Jeunesse, qui a connu dès sa sortie un succès retentissant. Il a permis d'inscrire son autrice comme une figure de proue des romans jeunesse français, une prouesse pour tout premier livre. Vous pouvez lire l'étude de cas complète sur publiersonlivre.fr, le lien est juste sous la vidéo. L'objectif de cette vidéo, par ailleurs, est de vous donner, on l'espère, quelques clés pour percer dans l'univers très compétitif du livre jeunesse. Mais qu'est-ce que La Passe Miroir, les fiancés de l'hiver, me demanderez-vous? Eh bien, c'est l'histoire d'Ophélie, une jeune femme dont la famille est dotée du pouvoir d'interagir avec les objets pour savoir leur vie, les rafistoler du bout des doigts, et ainsi de suite. Suite à un mariage arrangé avec un membre de la puissante famille des dragons, Thorn, sa vie va changer du tout au tout. Arrachée de son arche, Anima, elle découvre le monde froid et rempli de faux semblants qu'est le pôle et la citatielle, où elle se fera plus d'ennemis que d'amis et devra lutter pour garder son anonymat. Mais comment faire quand ses seuls alliés semblent ne pas réellement se soucier d'elle, voire même qu'ils lui semblent tout aussi dangereux que ses ennemis, si ce n'est plus? C'est ce que vous découvrirez à la lecture des Fiancés de l'hiver. Fort d'une intrigue remplie de rebondissements haletants ainsi que d'un casting de personnages original et très intemporel, ce premier tome a tout pour convaincre les grands comme les petits. Mais commençons par le commencement. Comment la saga à succès qu'est La Passe Miroir a-t-elle vu le jour? Eh bien, Christelle Dabos avait déjà une pratique littéraire importante avant de s'atteler à ce qui deviendrait La Passe Miroir. Cependant, celle-ci demeurait alors parfaitement confidentielle. C'était à la suite d'une maladie diagnostiquée qu'elle s'est investie sur le site Plume d'Argent, une petite communauté d'auteurs sur Internet. Et ce, afin de ne pas se refermer sur elle-même et de partager ce qui était sa passion. Elle s'est mise à y publier, petit à petit, les chapitres qui voyaient naître l'histoire d'Ophélie et à recevoir retours, conseils et accolades de la part de ses pairs. Cette inscription dans une communauté d'écrivains lui a permis de peaufiner son récit, de se sentir porté dans son écriture, mais aussi de trouver ses premiers fans. On voyait le potentiel de son histoire et le talent derrière sa prose. C'est cet entourage, entre autres, qui l'a convaincue de s'inscrire au concours Gallimard Jeunesse en 2012, une fois le manuscrit achevé. Ce qu'elle qualifie elle-même comme son premier grand défi littéraire lui promettait deux choses en cas de sélection: de la visibilité et une chance d'être publiée. Devenant lauréate du concours, le succès fut instantané à la sortie du premier tome et l'a suivi tout le long de la tétralogie par ailleurs. Mais alors, qu'est-ce qui a permis à l'œuvre de Christelle Dabos de se détacher du reste dans le cœur des professionnels et, par la suite, des lecteurs? Alors, pour répondre à cette question, attaquons-nous tout d'abord à ce qui démarque La Passe Miroir littérairement. Car, on le remarque quand on le lit, il y a bien des points du livre qui sont particulièrement travaillés et qui permettent de capter, de retenir l'attention d'un large lectorat. Et c'est ça qui fait que la saga a déjà un tour d'avance sur beaucoup de ses concurrents. Donc, attardons-nous pour commencer sur l'univers. Dans un univers fantastique, l'introduction d'un univers diamétralement opposé au nôtre, aux règles parfois alambiquées, aux excentricités farfelues, est un passage obligatoire sur lequel il est possible de se casser les dents. C'est donc une étape à ne pas négliger. Un univers fantastique réussi est un univers qu'on prend plaisir à découvrir. Le lecteur accepte de se plonger dans ce monde incroyable et de l'adopter, mais il faut l'accompagner pour rendre sa découverte la plus fluide et la plus stimulante possible, sous peine sinon de le lasser. Surtout si cet univers s'étend sur plusieurs livres, il a vraiment besoin de se sentir porté, de se sentir accueilli dans cette création que vous lui offrez. Le premier point, c'est donc évidemment de créer un monde original et nouveau. Alors, rassurez-vous, il ne s'agit pas nécessairement de réinventer la roue. Il est tout à fait acceptable d'utiliser des références pour aider à construire cet univers singulier. Par exemple, on retrouve dans l'œuvre de Christelle Dabos des éléments qui rappellent Alice au pays des merveilles, avec, je cite, l'intendant Thorn qui regarde constamment sa montre à gousset, l'esprit de famille Farouk qui fume le narguilé, et ainsi de suite.
On peut également y retrouver des éléments de la quête des Willan, avec la caractérisation de l'héroïne par exemple, qui se rapproche beaucoup de la caractérisation des Willan. On peut aussi voir dans l'univers de Christelle Dabos, du moins l'univers qu'elle a créé dans la passe miroir, une forte influence de l'esthétique de la Belle Époque. Donc vous voyez que Christelle Dabos n'est pas partie de rien pour agencer son univers singulier. Mais l'important, c'est la façon de les adapter à l'œuvre et de les faire coller les unes aux autres. Rien dans l'œuvre de Christelle Dabos ne paraît être un calque d'autre chose, car elle utilise les références avec parcimonie et en les faisant siennes. L'esprit de famille Farouk, par exemple, s'apparente à une déité, comme il existe des tas dans les romans fantastiques. Mais elle l'a fait avec des particularités propres. Il vit parmi son peuple et perd la mémoire à intervalles réguliers, entre autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent avec ce genre de personnage. Et de même, la notion de pouvoir rattaché à des familles, ça n'a rien d'innovant. Ce sont les pouvoirs en eux-mêmes et ce qui en est fait qui intrigue. Des personnages qui arrivent à avoir leur esprit interconnecté, là encore, on a déjà vu ça. Mais c'est les rebondissements que ça permet qui sont intéressants et qui rendent ça frais. Il faut donc toujours chercher à proposer quelque chose de neuf et d'inattendu au lecteur. D'autant plus lorsqu'on se rattache à un référentiel. C'est ainsi qu'on ne va pas finir dans l'ombre d'un modèle, ou faire dire au lecteur qu'il a déjà lu ça quelque part, ce qui est, vous le savez, très important pour pouvoir tout simplement vous distinguer de vos pairs, et pour que votre œuvre soit une œuvre à part entière. Mais il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées, ce serait trop simple sinon. Effectivement, une fois qu'on les a trouvées, il convient de bien les exposer. Un univers fantastique, c'est très souvent riche et vaste, ça foisonne de bonnes créations. Néanmoins, de ce fait, cela peut être intimidant pour un lecteur de parcourir un monde où il a tout à découvrir. C'est dans ces moments-là qu'il faut savoir trouver le bon équilibre. Il ne faut pas éluder trop d'éléments du monde au risque de perdre le lecteur et de lui donner l'impression d'un monde absolument hermétique. Mais il ne faut pas non plus s'attarder trop longtemps sur chacune des spécificités du roman, car la lecture pourrait ne plus être gratifiante et même devenir rasoir. Alors, Christelle Dabos, elle évite cet écueil en énonçant quelque chose de nouveau au détour d'une phrase, naturellement, pour n'en offrir qu'une explication complète que quelques lignes ou quelques pages plus loin, parfois de façon morcelée tout le long du roman. C'est le cas, par exemple, du pouvoir de lecture d'Ophélie. On nous dit seulement qu'elle lit la tasse quand le pouvoir est mentionné pour la toute première fois, sans plus de détails. Ce n'est que quelques lignes, quelques paragraphes plus loin, qu'on comprend ce que ça veut dire, lire une tasse. Ça veut dire remonter dans son passé. Mais avant cela, on n'en savait rien, donc notre attention, elle est piquée. On a envie de comprendre ce que c'est. Et ça marche très très bien. En évitant du coup ces gros blocs de texte d'exposition qui pourraient en rebuter certains, et en piquant la curiosité du lecteur, comme je l'ai dit, eh bien, ces derniers vont utiliser leur intuition et relever tous les éléments à leur portée pour disséquer l'univers. Ils vont donc être beaucoup plus impliqués dans ce dernier. Enfin, un autre point que l'on peut souligner, c'est que jamais l'auteur n'abuse des descriptions sur le monde. Tout ce qui est évoqué a son importance, que cela soit pour installer une atmosphère, expliquer un élément crucial pour le reste de l'histoire, suggérer des facettes des personnages, et ainsi de suite. Le monde qu'elle développe est riche, mais elle ne se perd pas dans une revue encyclopédique pour le démontrer. Parlons maintenant des personnages, car ces derniers semblent avoir bénéficié d'un soin tout particulier, ce qui est une très bonne chose, puisqu'une saga, soit une histoire qui se déroule sur plusieurs livres, suit souvent la même brochette de personnages sur des centaines, voire des milliers de pages. Des personnages creux ou trop brouillons risqueraient d'éloigner le lecteur, quand bien même l'intrigue ou l'univers serait bien travaillé. Si l'on peut accepter des personnages en retrait au profit de l'atmosphère, de l'histoire ou du monde mis en place dans des romans se suffisant à eux-mêmes, cela peut être plus compliqué de conserver une telle posture sur plusieurs tomes. De fait, ils ne peuvent être anecdotiques, et leur traitement doit être mûri selon les besoins de l'œuvre. Alors, la passe miroir a un catalogue relativement important de personnages pour un premier tome,
et le risque principal aurait été que certains d'entre eux soient oubliables ou se ressemblent trop. Mais l'autrice esquive habilement ce problème en les caractérisant parfaitement. Cela passe principalement par les dialogues et la façon dont ils sont décrits. Les personnages ont tous une voix propre. On peut les distinguer à partir du vocabulaire, des accents, des tournures et même du niveau de langue employé. Les habitants d'Anima ne parlent pas comme les habitants du pôle, et au sein même des arches, des distinctions peuvent être relevées entre les personnages, selon la famille à laquelle ils appartiennent, leur niveau social, leur personnalité, et ainsi de suite. De surcroît, ils possèdent tous au moins un ou deux éléments caractéristiques, que cela soit dans leur comportement ou leurs apparences, que l'autrice convoque régulièrement afin qu'il soit plus aisé de replacer qui est qui. Par exemple, pour le personnage de Renard, un valet introduit dans la seconde partie du livre, il est toujours fait mention de ses cheveux roux ou de son corps sculpté comme un buffet, qui deviennent alors des éléments visuels essentiels de son personnage. De plus, chaque nouveau détail mentionné pour un personnage l'est de concert avec cette caractéristique maîtresse, afin que nous assimilions parfaitement à qui il appartient. Pour reprendre l'exemple du personnage de Renard, on apprend qu'il est un berbe qu'après que la narratrice nous explique lorgner sur ses cheveux tout feu tout flamme, donc ses cheveux roux. Ainsi, on arrive à visualiser qui est qui avec facilité. Ce travail de caractérisation serait cependant vain si le concept premier des personnages n'avait pas été approfondi. Les personnages de la passe miroir sont intéressants dans leur traitement. Tout d'abord, Christelle Dabos a intégré beaucoup de personnages à contre-courant des topoïs du genre fantastique, dont pas mal d'anti-héros, un type de personnage fascinant et très apprécié lorsqu'il est écrit. Par exemple, l'héroïne est une fille cérébrale, effacée, maladroite et quelconque, tandis que son prétendant est un homme morne, blasé et taiseux. On est bien loin de l'héroïne intrépide et surdouée ou de l'amant charmant. Alors, on est d'accord, s'éloigner des standards qui fonctionnent, ça peut représenter un certain risque, puisque cela déstabilise, cela prend au dépourvu, mais cela peut également fasciner et convaincre plus encore. Dans le cas de la passe miroir, ces nouvelles figures sont fraîches pour le public, et permettent à des personnes qui ne se sentent pas forcément représentées par les univers fantastiques de s'identifier plus aisément à l'héroïne et à son entourage. Le lecteur est plus enclin à s'attacher ou détester fortement les personnages, et donc à se sentir impliqué par l'histoire. Cela s'avère d'autant plus être le cas avec Ophélie, qui est plongée dans un monde antithétique à sa personne. Il est inconnu, il est retors et il est dangereux, alors qu'elle est isolée et d'apparence frêle. Ce décalage entre le personnage et son environnement inspire une sympathie instinctive à son égard. Attention, par contre, le danger serait que les personnages soient piégés dans leur posture d'anti-héros singuliers et en deviennent à leur tour des clichés. Proposer des figures originales ne suffit pas, il faut aussi qu'ils évoluent finement, que notre perception d'eux s'affine au fil de l'histoire, quitte à ce qu'elle soit remise en question à plusieurs reprises d'ailleurs. C'est tout à fait le cas dans le premier tome de cette saga. En suivant l'aventure des personnages, on n'a jamais l'impression d'être face à des portraits figés, mais page après page, à des figures changeantes et jamais totalement définissables. Pour prendre un exemple, la tante d'Ophélie, Roseline, est initialement une plaie criarde, maniérée et mettant régulièrement Ophélie dans l'embarras en voulant la chaperonner. Mais au fil de la lecture, elle reconsidère l'image qu'elle se faisait de sa nièce et s'avère être une parente dévouée et impliquée dans le bien-être de l'héroïne, jusqu'à mettre sa propre vie en danger pour elle. Ce dévoilement couche par couche des personnages, qui est certes aussi aidé par la promesse, et leur évolution parallèle au récit sont menées avec subtilité et nous donnent envie de creuser encore pour savoir qui sont réellement ces personnages qu'on aime et qu'on aime de plus en plus. Et c'est avec tous ces éléments que on a des personnages mémorables et distinctifs, ce qui est indispensable dans une scène si compétitive, où l'attention doit se garder sur plusieurs livres ainsi qu'entre la sortie de ceux-ci. En ce point-là, Christelle Dabos a fait un travail de maître. Un autre aspect dans lequel l'autrice excelle, c'est celui de capter l'attention et de donner l'envie de tourner les pages. Et pour ce faire, elle utilise la technique qui est de mêler plusieurs genres ensemble. Car mêler plusieurs genres,
ça peut être un bon moyen d'attirer un lectorat plus large et de le captiver plus aisément. La passe miroir, au-delà du fantastique, se construit comme une histoire à suspense, voire une enquête même. Le livre va de révélation en retournement de situation. Les retournements et leurs répercussions vont d'ailleurs crescendo au fil de l'histoire. Ce qui fait qu'ils ne sont jamais ennuyeux, que jamais on trouve ça lassant ou éculé. Et le livre joue intelligemment avec nos certitudes pour les contrecarrer et nous surprendre. Chaque chapitre se finit souvent sur un cliffhanger, donc sur une situation haletante. On pense par exemple au chapitre La confiance ou au chapitre Les dés, ce qui, là encore, encourage fortement à poursuivre encore un peu plus la lecture pour savoir comment Ophélie va se sortir de ce pétrin. Pour équilibrer un peu le récit, dont la noirceur de certains thèmes ou les péripéties pourraient éreinter, l'autrice infuse également son texte de pointes d'humour, de ci, de là. Ces dernières allègent le texte et permettent de faciliter la lecture, sans dénaturer l'atmosphère installée. Un autre point qui peut expliquer en partie le succès de la saga de la passe miroir, c'est qu'elle a touché beaucoup de générations, beaucoup de tranches d'âge. Alors, pourtant, on le sait, définir une cible de lecture, c'est un exercice qui est inévitable pour permettre au livre de plus facilement trouver son public. Mais dans le cas d'un livre qui a réussi à convaincre autant de personnes telles que La passe miroir, qu'est-ce que ça veut dire ? Le premier tome de La passe miroir, tout comme ses suites par ailleurs, sont catégorisés comme étant des livres jeunesse à découvrir à partir de 12 ans. Pourtant, malgré ce public adolescent clairement défini par l'éditeur Gallimard, force est de constater que le livre plaît à un public plus large encore. L'autrice révèle avoir rencontré des enfants hauts comme 3 pommes ou encore une centenaire lors de séances de dédicaces, et ceux-ci étaient d'avides fans. Comment est-ce possible ? Eh bien, lorsqu'on l'interroge sur la vaste gamme d'âges représentée dans son lectorat, Christelle Dabos explique à France Inter. Je ne me suis jamais posé la question. En fait, je suis ma première lectrice, et comme je suis moi-même coincée quelque part entre l'enfance et l'âge adulte, j'ai une écriture qui me ressemble, qui est dans cet entre-deux. Et effectivement, si les thèmes abordés sont ceux qu'on retrouverait volontiers dans des livres pour la jeunesse, avec des thèmes tels que l'identité, l'inégalité, le passage à l'âge adulte, le droit à l'erreur, et ainsi de suite, l'histoire racontée est mature, sans langue de bois. On parle ainsi de complots, d'assassinats, de menaces de viol, de libidinosité, de drogue avec de l'opium, et ainsi de suite. Bref, on parle d'une société décadente dans laquelle la prudence est de mise. L'autrice, du coup, ne prend pas son lectorat pour des idiots et ne joue jamais le jeu de la simplicité. Elle n'évite jamais de dire pour essayer d'esquiver l'esclandre. Cette confiance en son public se retrouve aussi dans son vocabulaire riche et soigné, habilement utilisé, qui est toujours précis là où il faut, sans jamais ne faire trop empouler ni trop précieux. La leçon serait-elle donc de chercher à ratisser le plus large possible, en essayant d'avoir une plume universelle ? Eh bien, non. Elle serait plutôt qu'il faut aussi laisser parler sa propre intuition, et écrire des choses qui, en premier lieu, nous parlent. Être conscient de celles et ceux susceptibles de nous lire, c'est toujours une bonne chose, puisque cela permet de nous soucier le plus possible du plaisir de lecteur. Mais cela ne doit pas se faire au prix de notre patte. Pour conclure, s'il fallait définir les principaux éléments du succès de son écriture, on pourrait dire qu'elle fait montre de discipline, de subtilité et de caractère. Et c'est probablement ces points qui ont permis à la passe miroir de se distinguer du reste des autres concurrents. Cela étant dit, le dernier point qui semble intéressant de soulever et qui a, là aussi, sans aucun doute participé à faire de la tétralogie un phénomène, c'est celui de l'implication des lecteurs. La série de La passe miroir est achevée depuis 5 ans, et moult créations de fans s'inspirant du monde et des personnages, ou en parlant, ont été postées sur internet pendant le cycle de publication. Fanfiction, fanart, petites animations, revues, etc. Cela a été accompagné par d'innombrables discussions entourant l'histoire, des théories que les lecteurs partageaient entre eux en attendant la suite. Tout ceci dénote un attachement et un investissement certain de la part de ces derniers qui, via leur création et leurs échanges, ont contribué à solidifier la communauté, mais aussi à l'agrandir en diffusant la passe miroir. Plus étonnant par contre, l'on peut constater que la dite communauté est toujours active aujourd'hui, bien qu'en moindre mesure évidemment.
Mais en tout cas, il est toujours possible de profiter de nouveaux contenus tirés de l'univers de Christelle Dabos. Comment expliquer alors une telle longévité à cette communauté qui est pourtant purement organique? Eh bien, outre la qualité et la richesse première du livre, on ne peut que constater que l'autrice est proche du public et qu'elle est ancrée dans sa communauté littéraire. Alors oui, être publiée par Gallimard, ça l'a nécessairement aidée dans cette entreprise, mais beaucoup d'initiatives qu'elle a prises sont de précieux exemples. En premier lieu, Christelle Dabos est devenue administratrice pour le site Plume d'Argent, sur lequel elle a fait ses tout premiers pas si vous vous rappelez bien. Cet engagement lui permet de rester proche d'une communauté littéraire qu'il a vu naître, et donc de s'inscrire au plus près de celle-ci. L'autrice publie aussi régulièrement sur les réseaux sociaux, tels que Instagram ou encore Facebook, afin d'informer les lecteurs sur son actualité, mais aussi, parfois, juste pour les remercier ou échanger avec eux. Ces posts ont par ailleurs leur propre identité visuelle, puisqu'ils sont, pour la plupart, des dessins, ce qui amène un côté particulièrement reconnaissable et joyeux. Cela encourage la communication entre les deux parties. En outre des réseaux traditionnels, il existe aussi un site dédié à la passe miroir, ainsi qu'un site propre à Christelle Dabos, dans lequel elle échange avec les lecteurs grâce à une FAQ qui est souvent remplie d'humour. Les messages privés restent ouverts à tous, ce qui n'empêche pas de poser des limites et d'expliquer poliment à son lectorat que si elle lit tous les messages, elle ne peut répondre à tout le monde. Une telle position permet un respect mutuel tout en encourageant l'échange. On retrouve également sur son site des sections répertoriant les événements dans lesquels on la retrouvera, ainsi qu'une section proposant des replays des émissions, que ce soit des émissions audio, que ce soit sur Twitch, sur YouTube, et ainsi de suite. Cela permet aux fans intéressés de plus facilement apprécier son contenu si jamais ils l'ont raté. Et ce n'est pas le contenu qui manque, croyez-moi. Christelle Dabos participe à beaucoup de salons, de masterclass, d'interviews, que ce soit en France, en Belgique et même ailleurs. Elle est donc souvent en contact avec son public. Alors, si on peut être tenté de penser que tout cela découle de son affiliation avec Gallimard ou de son succès, Christelle Dabos ne se cantonne pas aux gros médias, et elle répond souvent présente aux demandes formulées par des petits créateurs ou ses lecteurs. On peut ainsi la voir échanger avec des chaînes YouTube ou des podcasts plus modestes, se rendre dans des petites librairies indépendantes, donner des interviews pour des blogs, des journaux scolaires, des mémoires de fin d'études et ainsi de suite. Elle ne laisse aucune opportunité filer, aussi petite soit-elle. Et cela lui permet de se rapprocher de ceux qui la suivent et qui expriment un intérêt pour son travail. Par conséquent, beaucoup de personnes, fans ou non, louent son humilité et son amabilité. Cela crée une ambiance positive au sein de la communauté et cela lui permet de fidéliser son lectorat au-delà même de la passe miroir. C'est une preuve que créer du lien avec son public, c'est essentiel. Alors voilà, cette vidéo sur Christelle Dabos et son œuvre La passe miroir est maintenant terminée. J'en entends certains me dire, mais il y a encore tellement de choses à dire. Et dans les faits, ceux-là ont raison. L'œuvre de Christelle Dabos est riche, et avec une tétralogie, elle a eu le temps de mettre en place beaucoup de bons points. C'est pourquoi je ne peux que vous conseiller d'aller lire ou relire ces livres, si vous ne l'avez pas déjà fait, et ce, en regard de ce que nous avons dit au cours de cette vidéo. Je suis sûre que vous arriverez à trouver encore beaucoup de bons conseils à appliquer dans vos propres créations. En attendant, si jamais vous voulez avoir de nouveau accès à tout ce qui a été dit lors de cette vidéo, mais de façon un peu plus rapide, un peu plus compacte, n'oubliez pas qu'il existe une étude de cas qui a été publiée sur Publier son livre, et dont le lien est juste sous la vidéo.